Bienvenue sur CivilNet. J'ai le plaisir d'avoir Gaël Mination comme invité. Monsieur Mination est journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po en relations internationales, et il a récemment publié un nouvel ouvrage intitulé Arménie-Azerbaïdjan, une guerre sans fin, anatomie des guerres post-soviétiques. Et c'est de cet ouvrage et de la situation actuelle de l'Arménie que nous allons discuter ensemble. Bonjour, Monsieur Mination. Bonjour et merci pour cette invitation. Et Euh, bon, donc, et oui, bon courage à CivilNet pour cette version française, ce oui. département français. Bah, on est Bon. très content de l'ouvrir, ouais. Je vais commencer par parler d'une guerre pas loin de l'Arménie, liée à l'Arménie, un peu dans le nord. C'est la guerre Russie-Ukraine. Donc, dans votre livre, justement, vous en parlez et vous dites ceci. Si la Russie l'avait emporté rapidement, il en aurait été fini des souverainetés à l'Est. La Russie aurait retrouvé un rang équivalent au statut d'empire. L'Arménie et l'Azerbaïdjan auraient été totalement dépendants du tandem Russie-Turquie. Ma question, c'est quelles pourraient être les conséquences sur l'Arménie dans un scénario ou dans un futur un peu éloigné, la Russie perd contre l'Ukraine, ou bien dans un scénario où justement elle en sortirait vainqueur, et ou dans un scénario où la guerre s'enliserait. Alors merci, c'est une question fondamentale aujourd'hui, mais la véritable question à travers ce que vous venez de dire, c'est quoi gagner une guerre, c'est quoi perdre une guerre? Et en l'occurrence, on ne voit pas le nez de la victoire apparaître dans ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est très difficile d'imaginer ce que pourrait être une victoire d'un des deux protagonistes. Mais prenons, plutôt que de parler de victoire ou de défaite, prenons le problème sous un autre angle. Au cas où la Russie serait en position de force, parlons pas de victoire, au cas où la Russie serait en position de force et de manière durable, que pourrait-il se passer? Eh bien, c'est ce que j'ai dit, et vous l'avez répété fort justement, c'est la fin des souverainetés des ex-républiques soviétiques qui auraient peur, tout simplement, puisque la Russie aurait imposé son agenda et sa façon de voir, et forcément les pays voisins, que ce soit les puissances européennes ou un peu plus loin les États-Unis, s'adapteraient à ce nouveau rapport de force. Et donc les républiques ex-soviétiques seraient contraintes de faire des choix, et des choix qui seraient difficiles pour elles. Si, à l'inverse, l'Ukraine était en position de force, à ce moment-là, il y aurait un risque pour la Russie de voir ses voisins grignoter ou contrarier les intérêts russes sur sa périphérie. Et ça veut dire l'Europe orientale, le Caucase et l'Asie centrale. Et donc, dans cette situation, la Russie perdrait ce qui fait d'elle un empire, c'est-à-dire sa périphérie. Et ça mettrait un peu plus, ou voire beaucoup plus, de carburant de souveraineté dans les différentes capitales de ces pays. Et le troisième scénario, c'est si la guerre s'enlise, ce qui est le cas, que pourrait-il se passer? Eh bien, un entre-deux, c'est-à-dire on attendrait un déblocage qui viendrait peut-être ou pas, on ne sait pas, mais un entre-deux grâce auquel les républiques pourraient respirer sans être trop gagnées par l'émancipation absolue, totale, qui n'existe pas, mais mieux vaut être prudent. Et donc, ça continuerait comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire un front fort entre la Russie et l'Ukraine, et puis des conflictualités peut-être de basse intensité ailleurs sur le pourtour russe, c'est-à-dire Caucase et Asie centrale, puisque de l'autre côté, et c'est là où ça se complique pour le Caucase, de l'autre côté je dirais, des montagnes, on arrive au Proche-Orient, et là, on a une autre conflictualité forte entre Israël et, euh, et l'Iran. Faisons les choses plutôt simplement, donc Israël et l'Iran, où l'évolution de cette conflictualité peut avoir un impact sur la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc le, le- le conflit Arménie-Azerbaïdjan dépend essentiellement de la guerre en Ukraine, de la guerre larvée entre Israël et l'Iran. Mais ça, on y reviendra dans une autre question. Ma deuxième question est un peu liée, est beaucoup liée à la première, en fait. Est-ce que vous estimez qu'il y a un lien clair entre la guerre du Haut-Karabakh de 2020 et la guerre de l'Ukraine en 2022? Est-ce que ce sont des guerres euh,
hautement stratégique, ou en tout cas comparable en ce sens-là? Alors, c'est une très bonne question et de plus en plus d'observateurs occidentaux aujourd'hui font le constat qu'on était très peu à le faire il y a 2 ans et forcément un peu plus avec la guerre du Karabakh, que cette guerre allait annoncer d'autres conflits. Mais en fait, au-delà du facteur chronologique, 2 ans c'est rien, hein, septembre 2020 et février 2022, en fait, il y a beaucoup d'interactions entre ces deux conflits, ces deux zones. Et la première, je dirais, interaction, elle peut être de l'ordre de la perception. Imaginez que les Russes se sont dit, si en 44 jours de guerre au Caucase, au Karabakh, l'Occident n'a réagi que mollement à travers des dénonciations de violations de cessez-le-feu et d'appel à la raison, imaginez ce que ferait l'Occident en quelques jours de guerre en Ukraine, puisque nous, Russes, ce que disent les Russes, cette guerre doit être gagnée, enfin cette opération spéciale doit être gagnée en quelques jours. C'était le plan au départ de Moscou. Donc, ils s'attendaient à ce que l'Occident euh, soit passif. Et d'ailleurs, souvenez-vous, les premières déclarations du président Biden, prêt à exfiltrer le président Zelensky, et le président ukrainien a eu cette punchline, nous n'avons pas besoin de taxis, mais de munitions. Parce que tout le monde en Occident pensait que l'armée ukrainienne allait s'écrouler en 8 jours, que la guerre allait être pliée. Et il s'est passé l'inverse jusqu'à maintenant. Et donc, cette proximité chronologique fait écho avec cette perception parallèle. Là-dessus, vous rajoutez l'interaction géopolitique avec l'idée d'un monde en transition, d'un monde occidental d'un côté, post-occidental de l'autre. Vous avez les interactions juridiques, les interactions stratégiques, géoéconomiques. On pourrait en passer comme ça en revue toutes les interactions entre ces deux guerres qui sont fortement liées. Justement, il y a aussi autre chose, un point qui est intéressant. On parle souvent avec la guerre de l'Ukraine-Russie qui entraîne aussi la naissance d'autres conflits. On parle souvent de Troisième Guerre mondiale. Par contre, le sociologue français Bertrand Badi, lui, parle plutôt de guerre mondialisée. Oui, Est-ce que vous êtes d'accord avec est-ce que vous trouvez que cette formule de guerre mondialisée est pertinente? oui, elle est tout à fait pertinente parce qu'on ne peut pas parler de guerre mondiale. Il n'y a qu'un seul conflit, a priori, c'est avec des protagonistes qui ne se retrouvent pas ailleurs. En revanche, cette guerre en Ukraine est une guerre mondialisée dans le sens où elle a une influence, elle a un impact sur l'ensemble des leviers qui fait la mondialisation, que ce soit les leviers économiques, les leviers sociaux, les leviers énergétiques. Et bref, la conjonction de tous ces leviers, la conjonction de toute cette capacité qu'ont les uns et les autres de peser sur l'ennemi pour l'empêcher de se développer, lui ralentir ses marges de développement, sa marge de manœuvre, que ce soit par exemple les hydrocarbures ou le céréal. Et donc tout ceci fait, ou par des sanctions même, rien que par des sanctions, on voit que c'est une guerre mondialisée. Tout ceci fait que l'expression guerre mondialisée est tout à fait pertinente parce qu'elle a un effet global, elle a un effet identitaire et social, mais pas que uniquement territorial. Dire que s'arrêter à la dimension territoriale de ce conflit, c'est faire preuve de myopie. Il faut aller voir plus loin aujourd'hui ce conflit dans sa profondeur et dans ce qu'il ouvre comme perspective. Donc, guerre mondialisée, oui, forcément. Guerre mondiale, espérons qu'on n'en aura pas, qu'on n'en arrivera pas là. Vous êtes en contact avec de nombreuses personnalités diplomatiques et militaires françaises. L'Arménie a récemment reçu des livraisons d'équipements militaires français. On remarque qu'il y a une forte coopération, beaucoup de visites d'officiels dans un pays puis dans l'autre. Comment l'Arménie peut approfondir sa coopération avec la France dans sa quête de garantie de sécurité pour assurer au mieux sa souveraineté nationale? Se rapprocher de l'Occident exige un saut qualitatif dans la culture politique et la culture de travail de l'Arménie. Se rapprocher de l'Occident, ça veut dire s'adapter aux codes occidentaux, tout en restant arménien. Se rapprocher de l'Occident, ça veut dire
changer cette façon de voir les choses, c'est-à-dire travailler plus. Je ne veux pas reprendre travailler plus pour gagner plus, mais c'est travailler plus, c'est travailler mieux, c'est avoir le sens de l'État et c'est avoir aussi une véritable perception, une conception de ce que doit être le respect de la dignité de la personne et de la vie humaine. Euh, Et on n'en tant est pas qu'on en... encore là ici. Mais justement, non, non. Quand on voit avec quel euh, amateurisme, avec quelle imprudence, avec quelle irresponsabilité, certains diraient infamie, on a envoyé des jeunes se battre en 2016 ou 2020. C'est le résultat, on le sait tous, de 30 années de négligence, d'ineptie et d'irresponsabilité. Donc, on ne peut pas se dire qu'on était dans une phase de transformation d'une ancienne République soviétique en un État réellement souverain. Et je pense que le véritable défi est là, c'est de s'adapter au monde tel qu'il est, de sortir d'un imaginaire destructeur chez les Arméniens, et c'est-à-dire être beaucoup plus réaliste et de construire un État. La première chose à faire, et ça rentre dans cette affaire, je pense, le rapprochement avec la France, la première chose à faire, c'est de construire sa maison. Lorsque votre électricité, votre plomberie, je prends exprès cette image d'une maison à construire, lorsque l'électricité, la plomberie, les sous-sols, les murs, le plafond, rien ne fonctionne, rien ne va, on va pas commencer à parler du jardin du voisin ou du couloir qui vous sépare de votre voisin encombrant ou prédateur. Non, d'abord on construit une maison. Et tout le problème est là. Et construire sa maison, ça passe par eh bien, revoir l'électricité, moderniser la plomberie, et sans aller jusqu'à chercher les grandes idées, les grands rêves qui deviennent tous des cauchemars. C'est ce que je dis souvent à vos confrères en Arménie. Le principe de réalité, il est double chez les Arméniens. La première fois, ça a été en 91 lorsqu'il y a eu le retour de la souveraineté de l'Arménie. Ça a été une grande claque du réel dans le, comment on appelle, la construction identitaire arménienne. La deuxième claque, c'est la guerre de 2020, où là, il était évident que euh, il fallait sortir de cette logique destructrice, mais totalement destructrice, qui consiste à mettre, par exemple, sur un même plan la souveraineté et la libération des territoires, ou le rapport entre l'Arménie et la diaspora. On n'a jamais vu ça. C'est l'État arménien qui doit compter, qui doit être le nouveau centre de gravité de la construction identitaire transnationale, et point barre. On n'a jamais vu un autre État parler de, par exemple, la Grèce et sa diaspora. Israël et sa diaspora, non. Ou alors le Liban et sa diaspora. Non, c'est l'État libanais, c'est l'État israélien, c'est l'État grec, ou l'Irlande ou l'État irlandais, avec ses réseaux d'influence, son soft power, et puis ses phénomènes transnationaux. Mais arrêtons toute cette stupidité de mettre sur un même niveau l'Arménie et la diaspora. Même l'expression, parce qu'il faut changer de grammaire en fait, Annie, à travers ce que je viens de prendre comme exemple qui est un peu long. Mais il faut arrêter de dire Arménie, patrie, Yergil, parce que ça veut tout dire et rien dire. L'Arménie, on ne sait pas où elle commence, où elle finit. La patrie, on ne sait pas où elle commence, où elle finit. Le Yergil, on ne sait pas où il commence, où il finit. Il faut parler d'État, il faut parler de République d'Arménie, et il faut parler de réseaux diasporiques ou de réseaux transnationaux, de soft power. Point. C'est toute une grammaire et une sémantique qu'il va falloir adapter pour sortir de cette élucubration qui consiste à croire que le système arménien doit être différent, sauf qu'il est fragile. Il n'est pas fort, le système arménien, quand on commence à penser à Arménie, diaspora et toutes ces bêtises. Résultat, quand l'épreuve arrive, elle fait mal. Mm. Bon, bah, on reviendra sur la question de la diaspora justement, mais avant ça, on va s'attarder un peu sur la guerre entre Israël et contre Gaza, disons ça plutôt comme ça, hein. C'est la guerre menée par Israël contre Gaza et ses appuis. Comme vous dites, vous écrivez qu'un nouveau seuil est franchi à ce niveau-là, dans le bras de fer à distance auquel les mollahs et l'État hébreu se livrent sans merci. Jusqu'où peut aller la coopération entre Israël et l'Azerbaïdjan?
au vu des tensions exacerbées qu'il y a entre Tel Aviv et Téhéran et quelles conséquences ça peut justement avoir sur l'Arménie, tout ça. Pour l'instant, la guerre entre Israël et le Hamas est concentrée à Gaza. Il y a effectivement des frappes au sud Liban contre les points du Hezbollah, mais pour l'instant, c'est assez concentré sur, fort heureusement ou malheureusement, je ne sais plus quel mot il faut dire, à Gaza. Euh, si la guerre s'embrase, si le conflit s'embrase, il y aura forcément un effet sur les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Iran ne pourra pas supporter trop longtemps un voisinage trop menaçant. Est-ce que l'Azerbaïdjan ira jusqu'avec l'appui israélien se frotter à Téhéran? Est-ce que Téhéran ira jusqu'à soutenir militairement l'Arménie pour éviter toute complication avec Bakou, pour mieux contrôler Bakou? Il y a aussi les relations Russie-Iran qui vont jouer, Russie-Turquie et bien sûr Iran-Turquie. Donc là, il y a un effet de mondialisation du conflit. Là encore une fois, le Caucase peut être effectivement, et c'était le cas, une guerre mondialisée, mais s'il y a une conjonction entre Russie, Ukraine d'un côté et Israël, Iran de l'autre au Caucase, il peut y avoir le passage d'une guerre mondialisée à peut-être une guerre mondiale, avec le jeu des alliances, etc. Donc c'est très dangereux, oui. Mais on n'en est pas là, hein. Il faut se rassurer quand même, on ne va pas tenir un discours alarmiste, mais il y a un danger, oui. Pour en revenir enfin à la diaspora, justement, vous en parlez. Est-ce qu'au final, ce qu'il faut dans le rapport République d'Arménie et diaspora, c'est un État fort qui a son soft power, comme vous l'avez dit, qui gravite autour de l'État euh, d'État fort, qui a son pouvoir instauré, ou bien il faut que les institutions de la diaspora puissent vivoter librement autour de l'identité de ce qu'est l'arménité, parce qu'on remarque bien que la diaspora et l'État arménien, et les guerres l'ont montré, sont quand même désunis sur beaucoup de points, que ce soit idéologiquement, que dans l'approche de la guerre et du conflit, du vécu aussi pour les Arméniens sur place. Euh, qui- Comment est-ce que tout doit s'encastrer? Est-ce qu'on doit améliorer le lien entre l'État arménien et les réseaux de la diaspora? Est-ce que les institutions de la diaspora doivent s'aligner plutôt sur ce que l'État arménien imagine? Qu'est-ce qui est primordial maintenant? Quelle est l'action primordiale à mener pour essayer justement de créer une relation optimisée? D'abord, il y a un travail de déconstruction à faire. Ce travail de déconstruction ne peut faire appel qu'à des sciences sociales et la philosophie politique. Chez les Arméniens, je ne veux pas essentialiser, mais dans le développement politique arménien, il n'y a pas cet effort en faveur des sciences sociales et de la philosophie politique. Tant que vous n'aurez pas cet effort autour des sciences sociales, sociologie, histoire, anthropologie, sciences politiques, et de la philosophie politique, vous ne parviendrez pas à régler les problèmes entre l'Arménie et ce qu'on appelle la diaspora. Pourquoi? Parce que tout le problème du lien entre un État et ses réseaux d'influence renvoie à une question centrale qui n'est jamais traitée, c'est le rapport de l'homme dans dans la matrice espace-temps. C'est ça le lien entre un État et les cercles périphériques. Quelle est la place de l'homme dans le rapport espace-temps? Tant qu'on n'aura pas fait cet effort autour de professionnels des sciences sociales, bientôt il va y avoir une réunion Arménie Diaspora en septembre, je pense. Comme la dernière fois, je le dis et je le répète, la première étape doit être prise en charge par des sociologues, des anthropologues, des historiens, des politistes, des philosophes, qui doivent se réunir autour de cette unique question. Quel est le rapport de l'homme dans l'espace-temps? Bien entendu, quand on dit l'homme, on va penser à l'individu arménien, puisqu'on est dans une logique, je dirais, de lien entre un État et sa périphérie. Donc la première des choses à faire, c'est la déconstruction de ce qui est fait jusqu'à maintenant, qui n'a pas de valeur. Je suis désolé, mais ça n'a pas de valeur. C'est du fantasme, c'est du fétichisme.
ça repose sur rien, ou alors c'est du business ou de l'humanitaire. Le business, il est mal fait, c'est beaucoup de corruption, et l'humanitaire, on n'en sortira jamais. Donc, il y a un moment donné, il faut essayer d'aller voir plus loin que ce que l'on nous donne, premièrement. Deuxièmement, il va falloir faire un effort dans cette déconstruction sur le rapport entre État et régime. Et ça, il faut sortir de cette logique totalitaire post-soviétique, soviétique ou tsariste ou aussi arménienne, c'est-à-dire qui confond systématiquement État et régime. La révolution de velours, c'était la révolution de l'État contre le régime sortant. Les manifestants dans la rue défendaient l'État arménien. Et ceux qui sont partis étaient les porteurs du régime, les incarnations du régime. Et dans la diaspora, il va falloir faire un effort aussi sur euh, l'ancien modèle traditionnel qui est mort, qui est fondé sur la mémoire, la tradition, ce que j'appelle en France la bande des neufs, c'est-à-dire les trois partis et les trois organisations socio-culturelles, c'est-à-dire l'UGAB, la Croix Bleue ou ce qu'on appelle le Home, et puis les crypto-patriotiques ou communistes comme la JAF en France ou ailleurs, d'autres organisations. Ce modèle est mort parce que la renaissance de l'État arménien a mis une claque à cet ancien modèle. Et parce que ce modèle dont je viens de vous parler, de ce modèle traditionnel, est un modèle qui s'est formé en dehors de l'État. Mm. Il n'y avait pas d'État souverain. Mm. Ils parlaient d'État souverain, mais ils n'étaient pas sur l'État souverain. Ils étaient sur autre chose, sur la mémoire, sur la sécurité de manière exacerbée, sur le communautarisme, etc. Ce modèle est mort et un nouveau modèle arrive. Mais on n'a pas encore les contours de ce nouveau modèle. Mais ce nouveau modèle, il est fondé sur la mobilité, la mondialisation, la mobilité, l'interconnexion, l'individualité. Et, euh, et forcément, dans ce deuxième modèle, l'État arménien devient un nouveau centre de gravité. En gros, avant, dans le modèle traditionnel, quand on allait en Arménie, c'était toute une expédition. Il fallait passer par Moscou et c'était un enfer. Aujourd'hui, de Paris, par exemple, je peux aller aujourd'hui à Yerevan, revenir demain à Paris et repartir à Yerevan dans 3 jours. Deuxièmement, aujourd'hui, je peux allumer ma télé et j'ai la chaîne arménienne. Il y a 50 ans, il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'est ce nouveau modèle. Quand les gens vous disent des États-Unis ou d'ailleurs, il faut chérir la rêve de l'Arménie occidentale, ou alors il faut penser au lien Arménie-diaspora, mais ce sont des paroles stupides. C'est leur monde qui est en train de changer. Le monde des Harut Sassounian, le monde des Aram Ier, le monde, tout ce monde est en train de tomber, de tomber. Et comme ils ne sont l'incarnation que d'un modèle traditionnel, tout ce qui peut aller dans le sens de la modernité, ça les dérange. Donc ils disent, la diaspora est morte, la diaspora est finie, etc. C'est pas vrai, c'est leur diaspora, leur modèle de diaspora qui est tombé, pas le nouveau. Et toute la difficulté pour l'Arménie, c'est de passer de régime à État ou d'État à régime, la distinction. Quand on est dans un État, il y a forcément l'idée du lien social entre le pouvoir et la société, donc faire autonomisation de la société civile, ça c'est vraiment le véritable défi. Et le deuxième défi pour la diaspora, c'est de passer d'un modèle traditionnel à un modèle moderne et ouvert. Mais tout ce que je viens de vous dire là, c'est le résultat d'un travail, je dirais, lié aux sciences sociales et à la philosophie politique. Or, ce travail n'apparaît jamais dans les relations entre l'Arménie et ce qu'on appelle la diaspora. Dans tous les forums qui ont été organisés depuis 91, jamais, jamais il n'a été question de ces sciences humaines pour essayer de trouver, de décortiquer une problématique et de trouver d'autres solutions que des vœux pieux, il y a juste les acteurs qui changent. Avant, on avait le show de Rano Chagopian. Maintenant, on a le show de Monsieur Sinanian. Et puis demain, ce sera le show de je sais pas qui. Parce qu'on ne veut pas faire l'effort de se tourner vers les sciences sociales et la philosophie politique. C'est fondamental. Merci beaucoup pour cette interview. Merci Annie et Un bon courage. plaisir. Et on se reverra certainement bientôt pour d'autres interviews aussi passionnantes. Merci à vous d'avoir suivi et on se voit très très bientôt. Merci beaucoup, bon courage. Merci.